Le plus beau but, ou plutôt le plus insolite, le Strasbourgeois Sousser, dos au but, marque de la tête. Bienvenue sur le plateau de Téléfoot pour la 221e édition de cette émission. Nos reporters cette semaine ont fait leurs valises, ils sont allés à Turin, à Vienne, en Autriche et aussi à Anvers pour vous présenter les adversaires des clubs français en Coupe d'Europe. Ces matchs auront lieu bien sûr mercredi. 7 rencontres de première division à notre programme, une de deuxième, Marseille qui recevait Limoges de mercredi. Marseille et Limoges, c'était donc un match au 100 mai. Notre émission se terminera par une importante séquence concernant les buts étrangers. Mais nous commençons tout d'abord par le championnat de France de football avec Paris Saint-Germain qui se déplaçait avant de rencontrer la Juventus de Turin à Nîmes et a réalisé malgré tout une bonne performance. Oui, le Paris Saint-Germain qui restait sur de très bons résultats, notamment une victoire à domicile contre Sochaux et qui aurait pu l'emporter au stade Jean-Bouin. C'était vendredi dernier, vous le savez, puisque les clubs européens sont protégés sans un penalty douteux. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette rencontre et c'était d'ailleurs les Parisiens qui avaient ouvert la marque en première mi-temps par Suzic, alors que quelques minutes auparavant, nous allons le voir dans un instant, Dominique Rocheteau s'était créé une très nette occasion. Voilà, à la suite de ce corner, eh bien c'est Rocheteau seul au deuxième poteau qui manque de rien d'ouvrir la marque. Dominique Rocheteau que l'on retrouve ici, toujours donc en première période. Ballon pour Suzic qui hésite et qui finalement, une belle frappe très pure du pied gauche, ouvre la marque. Paris Saint-Germain sera bien prêt de marquer un deuxième but en deuxième période par Fernandez qui arrivera tout seul devant Morisseau. Il y a des petits problèmes et puis ici une faute sur Herrero. Faute qui n'existait sans doute pas, mais enfin l'arbitre accorde un penalty transformé par Nigard. Finalement, match nul entre Nîmes et le Paris Saint-Germain partout, mais le Paris Saint-Germain fait bonne impression à Trapattoni, l'entraîneur de la Juve, qui assistait à cette rencontre. C'est de bon augure avant la rencontre de Coupe d'Europe qui l'opposera mercredi au Parc des Princes à la Juventus de Turin. Alors à ce propos, je voudrais vous présenter un nouveau confrère, Reflet du football, un numéro entièrement consacré à la Juventus de Turin. Et en photo, en première page, il y a bien sûr Platini en couverture. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain est aussi connu à Turin que l'est la Juventus à Paris? Pas du tout. Vous savez, les grands clubs italiens, c'est un petit peu comme chez les Anglais. On s'occupe d'abord de son championnat, de son pays et pas de ce qui se passe ailleurs. Pour vous donner une petite anecdote, eh bien, Gentile demandait à Michel Platini, à l'entraînement, où jouait le Paris Saint-Germain à Paris. Où cela se trouvait-il? Il a été tout étonné quand il a appris que c'était le Parc des Princes. Il était ravi. Vous allez voir votre magazine sur la Juventus de Turin. Je suppose que Platini était très entouré par les journalistes français là-bas. Oui, il y avait TF1, Antenne 2, FR3, et ils étaient tous là, mais enfin, il a été charmant. La Juventus. En Italie, on l'appelle la Vecchia Signora. Et oui, elle n'est plus toute jeune, notre Signora. Elle fatigue, c'est dur. Que de matchs, que d'aventures, surtout sur cette pelouse du Stadio Comunale. Oh, bien sûr, elle n'est pas la plus vieille d'Italie, mais en tout cas, elle est, et de loin, la plus titrée. Le Scudetto, c'est-à-dire le championnat, elle l'a remporté à 20 reprises. Le premier en 1905 et le dernier en date en 1982. La vieille dame est également la plus riche puisqu'elle dépend du même groupe financier de l'une des entreprises les plus florissantes d'Italie, dont le patron est le signor Agnelli. Le président est l'une des anciennes gloires du club. Son leitmotiv est le suivant: gagner, toujours gagner. Bien sûr, on a gagné la Coupe d'Italie et puis le Mondialito à Milan. Et enfin, on a perdu les deux compétitions essentielles, le championnat d'Italie et la Coupe d'Europe. Or, vous le savez, à la Juve, la seule chose qui nous intéresse, c'est d'arriver premier. Chez nous, le baron Pierre de Coubertin, on ne connaît pas. Et oui, le Scudetto est parti à Rome, mais la plus grande déception, la plus terrible des désillusions, c'est bien entendu la Coupe d'Europe des clubs champions. Songez que la plus prestigieuse des compétitions de football n'a jamais été remportée par cette machine à gagner qu'est la Juventus. Mais les tifosi n'ont pas la dent dure et ils sont toujours nombreux à assister aux rencontres de la Juve. Dimanche dernier, ils étaient 70 000 contre le Milan AC. 700 millions de lire en plus dans les caisses du club. Et selon les dirigeants de la Juve, tous les records seront battus la semaine prochaine pour le grand derby contre Torino. Voici l'arène dans laquelle se retrouvera le PSG le 2 novembre prochain. Ce soir-là, bonjour l'ambiance. De l'ambiance, il y en a même un peu tous les matins de la semaine. Les tifosi sont toujours à l'affût d'un autographe, surtout celui de Michel Platini, qui est indiscutablement le chouchou.
Comme pratiquement toutes les équipes du monde à ce niveau, les joueurs respectent la pelouse du terrain numéro 1. Les terrains d'entraînement se trouvent juste en face, c'est pratique. Il suffit de traverser la rue. En Italie, vous le savez, tout le monde se prend pour Fangio. On ne respecte pas les feux rouges, les stops, les priorités. Heureusement, on respecte les joueurs de football. L'entraînement est des plus classiques, mais on différencie bien le joueur de champ du gardien de but. Rien n'est laissé au hasard. Est-ce qu'il s'agit d'un grand club? Bien structuré et tout et tout. Très très grand club. Très très grand club avec des gens très bien, très sympas, qui savent ce qu'ils font et qui font bien gérer ce club. Je me fais pas de soucis pour la Juventus. Les joueurs ici, ce sont comme, je sais pas, ce sont des rois en Italie. Donc tout est fait pour, si on a besoin de quelque chose, il y a un chauffeur de la Juventus qui vient, qui vous amène quelque part, qui s'occupe de vous, qui règle tous les problèmes. Je crois qu'on est beaucoup plus pris en considération. Enfin, les joueurs ne sont tout de même pas totalement assistés. Il leur arrive de mettre la main à la pâte, comme ici. Remarquez, cela ne semble pas très au point. Ça l'est d'autant moins que c'est Boniek qui dirige la manœuvre. Quand on connaît bien le Polonais, c'est pas jouable. Surtout si Platini est dans le coup. Sur le plan sportif, Zoff, vous le savez, a pris sa retraite. Il s'occupe désormais des gardiens de but. Il ne participe même pas au traditionnel 6-6. Pour le remplacer en équipe première, la Juve a deux joueurs, Tacconi, qui plonge ici, et Bodini. Ce dernier a été excellent lors de la finale de la Coupe d'Italie la saison passée, mais pour l'instant, c'est Tacconi le titulaire. Très sûr dans ses interventions, Tacconi n'a pour l'instant encaissé qu'un but en 5 matchs de championnat, et encore celui-ci a été marqué sur penalty. En défense, il y a toujours les internationaux, Gentile, Cabrini et Cilea. Le seul qui n'a jamais été capé est le stopper Brio, qui fait ici travailler ses muscles. Le PSG aura sans doute du mal face à cette défense de fer. Au match aller à Paris, la Juventus va jouer en défense? No. Noi generalmente non possiamo giocare, pas possible jouer seulement pour défense, parce que nous avons des joueurs comme Platini, comme Boniek, comme Rossi, comme Penso, que nous avons une attaque qui est le même l'année passée. Nous avons gagné en Belgique, nous avons gagné en Angleterre. Plus ça approche, plus je suis content d'y aller pour faire un bon match, pour montrer aux Parisiens que la Juventus est une bonne équipe, bien que je pense que la Juventus ne montrera pas que c'est une bonne équipe, parce que là, c'est pas son intérêt. Alors qui est dans le vrai, Trapattoni ou Platini, nous verrons bien. Mais enfin, c'est vrai qu'avec un joueur comme Platini, très élégant en Bermuda, la Juve est capable de jouer en certaines occasions l'attaque. Surtout que le meneur de jeu de l'équipe italienne marque beaucoup de buts en ce moment. Le dernier ici, contre le Milan AC. Et puis, en attaque, si Bettega est parti tenter sa chance à Montréal, la Juve s'est renforcée avec l'avant-centre de Vérone, Penso. Troisième au classement des buteurs l'année dernière avec 15 buts, Penso s'est pour l'instant illustré en Coupe d'Europe, en particulier lors du match aller à Turin contre les Polonais de Gdansk où il a réussi 4 buts. Vous venez de voir le premier, le deuxième, toujours en première mi-temps, on change de camp, le troisième, tranquillement, du pied droit, le quatrième, du gauche. Aux côtés de Penso, on trouve évidemment Rossi et Boniek. Ce dernier avait été parfois critiqué, mais depuis quelques mois, ça va beaucoup mieux. La Juve, c'est une équipe où au début on ne se connaissait pas très bien. Aujourd'hui, c'est plus pareil, on se voit même en dehors du terrain. Et puis à force de s'entraîner ensemble, évidemment, on s'améliore. Cette année, on est meilleur que l'année dernière. Plus complémentaire que la saison passée, si l'on en croit cette action lumineuse entre Rossi, Platini et Boniek contre la Lazio de Rome, le Polonais est dans le vrai. Et puis, il n'y a pas de grand club sans de bons supporters. De ce côté-là, la Juve n'a rien à craindre. Le club des Tifosi semble très bien structuré. Il se trouve dans le centre de la ville, dans un cadre, vous le constatez, assez somptueux. C'est Versailles. Et c'est aussi un petit trésor d'archives. Vous y trouverez tout, absolument tout sur la Juve, notamment, bien sûr, les photos des grandes heures du club. 30 ans qu'il est né le Juventus de Torino. Maintenant, le Juventus de Torino, il a environ 3000 supporters qui suivent tous les transferts de la Juventus et tous les matchs de la Juventus qui jouent à Turin. Allora facciamo così, questo è Rossi, questo è Platini, questo è Penso, questo è Baratelli. Voilà. Ma chi è questo Baratelli? Cabrini, Platini,
La Juve a de l'argent, des supporters, pratiquement les meilleurs joueurs. Allez, ne vous en faites pas trop pour elle. Notre Vecchia Signora, elle se porte comme un charme. Voilà, alors des clubs de supporters de Turin, il y en a partout dans le monde, même à Bangkok, en Australie, au Canada, un petit peu partout, et en France, surtout depuis qu'il y a Michel Platini. Et à ce sujet, alors il y a beaucoup de gens qui demandent mais comment faire pour se renseigner. Alors on va vous donner une petite adresse, c'est celle de la Juventus Club de Paris. Si vous avez des problèmes, si vous aimez la Juventus, si vous voulez vous inscrire et suivre ce club, participer à certains déplacements à Gênes, à Rome, un peu partout, voici les coordonnées du supporter Juventus Club de Paris. Mais je crois qu'on va leur téléphoner surtout pour avoir des places pour mercredi, car c'est très difficile. Même nous, journalistes, nous n'arrivons pas à en avoir beaucoup. Alors ne téléphonez pas au service des sports de TF1. C'est terminé, la location, enfin la location pour le service des sports, bien sûr, est terminée. Frédéric Jaillant, vous étiez à Vienne pour nous présenter l'adversaire de Laval en Coupe d'Europe mercredi. Laval, en championnat, a perdu à Rouen 2-0. C'est peut-être de bon augure, car si vous en souvenez, avant d'éliminer Kiev, eh bien Laval avait perdu à Nîmes par 3-0. Oui, alors c'est peut-être une défaite encourageante, si tant est qu'il y en ait, une défaite qui peut donner le moral aux joueurs de Laval, c'est rare, mais enfin c'est peut-être le cas. Et puis en plus, il faut quand même savoir que les joueurs de Laval ont des circonstances atténuantes, ils ont perdu, mais ils avaient quand même le handicap de jouer sans leur capitaine Beson, qui est précieux, très précieux même en défense, et sans Séné, leur meilleur attaquant sans doute. Pourtant, ils ont été les premiers à tirer ici par Stefanini, mais Bensoussan s'est bien couché, et puis encore un coup franc, cette fois pour Rouen. Une bonne reprise d'un joueur de Rouen, mais finalement la défense de Laval renvoie, le tout sous une pluie absolument battante, une belle image d'ailleurs. Et puis maintenant une belle attaque pour Rouen, avec ici c'est Princet en possession du ballon, Princet qui donne sur le côté droit, qui s'engage. Regardez bien, il ne récupère pas tout de suite le ballon, il va plutôt prolonger cette ouverture de Didot dans les pieds de Amour qui tape d'abord sur le poteau, qui récupère le ballon, Lucarne et but. Lucarne était tout seul devant le but, mais enfin il fallait la mettre quand même, 1-0 donc pour Rouen après 30 minutes de jeu. De nouveau Amour, 60 secondes plus tard, cette fois il est sur le côté gauche, un bon centre qui passe au-dessus de Felsi dans les pieds de Beltramini et de 2 pour Rouen, donc après 31 minutes de jeu. Les Lavallois allaient tout de même réagir, mais enfin c'est vrai qu'ils avaient peut-être un petit peu la tête ailleurs. Et ici, toutefois, Bouygues est bien près de réduire le score. En deuxième mi-temps aussi, Laval aura quelques occasions. En voici une par exemple, avec Miton qui donne à Stefanini, le jeune Stefanini, plus jeune joueur de Laval, qui va centrer, le tirer. Enfin en tout cas, plus rien ne sera marqué. Et donc Laval a donc perdu ce match 2-0, comme ils avaient perdu à Nîmes 3-0. Et Laval rencontrera donc l'Austria de Vienne. On se souvient que le Rapide de Vienne, un autre club autrichien, avait éliminé Nantes en Coupe des clubs champions. Alors est-ce que l'Austria est aussi fort que le Rapide? C'est difficile à dire, on sait ce que donne le Rapide, et pour cause, puisque le Rapide a battu, c'est lui qui a éliminé Nantes au premier tour, on a vu que c'était pas mal. L'Austria, je crois que c'est pas mal non plus, mais enfin il faut voir, il faut attendre mercredi soir. Et en tout cas, les deux clubs autrichiens ont quelque chose pour eux, un atout que n'a pas Laval, et bien tous les deux ont une expérience formidable de la Coupe d'Europe. Nous allons voir donc ce sujet, ce magazine. 16 titres de champion, 21 fois vainqueur de la Coupe, l'Austria de Vienne a terminé deuxième du dernier championnat d'Autriche. Dans l'équipe, 5 joueurs sont régulièrement appelés en sélection. Il s'agit de Karl Daxbacher, le stopper. De Georgi, lui, il joue arrière gauche. De Ernst Baumeister, un milieu de terrain. Mais il s'agit aussi et surtout de Herbert Prohaska et de Friedrich Concilia. Concilia, c'est le gardien de l'Austria de Vienne et de l'équipe d'Autriche. Un gardien qui garde un bien mauvais souvenir des joueurs français en général et de Bernard Genghini en particulier. Herbert Prohaska, lui, c'est le Platini autrichien. Après avoir joué en Italie ces 3 dernières saisons, il vient de revenir au pays. À 28 ans, il compte déjà 69 sélections. Et puis l'Austria de Vienne compte un autre international, mais celui-là est hongrois, il s'appelle Tibor Nihilazi et en ce moment il passe son temps à marquer des buts. 10 en 9 matchs de championnat et 5 en 2 rencontres de Coupe d'Europe. Il est vrai contre les Luxembourgeois de bonne voie. Bref, tout comme Concilia et Prohaska, Tibor Nihilazi est en grande forme. Alors gare à ce 3e homme.
Laval, bien sûr que je sais où ça se trouve. C'est environ à 200 km de Paris, à l'ouest, en direction de la mer. Grâce à Balint, qui est hongrois et qui joue en France, à Grenoble, je sais tout sur Laval. Je lui ai téléphoné et maintenant je connais les noms des joueurs et même leur façon de jouer. Je sais que Laval, eh bien, c'est une excellente équipe. Laval, une excellente équipe, c'est aussi l'avis du capitaine de Nîmes-Lazie et de l'Austria, Robert Sarra. Sarra, 37 ans, 55 sélections. Nous savons par notre entraîneur qui a vu jouer Laval en championnat de France que ce sera une partie très difficile. Laval, ça joue bien, les joueurs font bien circuler le ballon et ils savent, paraît-il, se créer beaucoup d'occasions. Oui, c'est vrai, j'ai vu jouer nos adversaires chez eux à Laval. Ils ont battu Toulouse par 1-0. Je trouve qu'il s'agit d'une équipe très combative et en attaque, j'ai remarqué Séné, un joueur qui me semble particulièrement dangereux. Mais d'une façon générale, c'est toute l'équipe qui m'a fait une excellente impression. Il ne faut surtout pas la sous-estimer. De toute manière, une équipe qui réussit l'exploit d'éliminer le Dynamo Kiev de la Coupe d'Europe est une équipe qui mérite le respect. Qui mérite le respect et qui rêve à d'autres exploits, au moins les joueurs de Vienne sont-ils prévenus. Victor Trocero, le footballeur argentin, est mort à l'âge de 30 ans après un match disputé avec son club River Plate en Argentine, dans les vestiaires alors qu'il prenait sa douche. Victor Trocero avait joué à Nantes, à Monaco, à Montpellier. Il n'a laissé en France que de bons souvenirs et surtout à Nantes, Philippe Pouy, où je pense, avant la rencontre Nantes-Lens, on a dû beaucoup penser à Victor Trocero. Oui, effectivement, et le match a d'ailleurs commencé par une minute de silence à la mémoire de Victor Oscar Trocero. Et beaucoup de gens, comme Robert Budzinski, vous allez l'entendre, ont pensé également à un autre ex-nantais, Omar Sanoun, disparu dans des conditions un petit peu semblables. Le Football Club de Nantes va jouer avec un gros pincement au cœur, car il a perdu l'un de ses plus beaux fleurons, à distance malheureusement, mais en 4 ans, nous venons de perdre 2 de nos meilleurs joueurs, et je crois que tous nos gars auront au fond d'eux-mêmes à cœur de prouver à travers le match combien ils pouvaient admirer leur copain qui aujourd'hui est disparu. Malheureusement, ce vendredi n'était pas le jour des Nantais, puisque Amis ratait complètement sa reprise dès la première minute de la partie, et Tampé s'emparait donc très facilement de cette balle. Une occasion ratée, on pense que ce n'est que partie remise. On pense aussi que Nantes va prendre Lens à la gorge. C'est un petit peu le cas au début de la partie. Là, il y a une faute de Marsiglia sur Ali Logic. Un coup franc bien placé que va tirer Ali Logic lui-même. Et Tampé va avoir très peur. La balle est passée juste à côté. On passe maintenant à la 25e minute, autant dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et une première action sérieuse pour Lens, elle est aussi la plus dangereuse de la première mi-temps sur une belle ouverture de Gvereb. C'est Klokinski qui est marqué par Ayash qui ne réussit pas à tromper Bertrand Demann. Les Nantais s'en tirent bien, mais cela doit les perturber, car ils vont baisser d'un ton. Et il ne se crée guère que cette occasion par Bibar qui fait le début très bien, mais qui par la suite se couche un petit peu. Il compte peut-être sur le pénalty, mais monsieur Lartigot a bien vu et à la mi-temps. Je vous laisse écouter la réaction des supporters nantais. La pause n'a rien arrangé, au contraire, Lens va y croire un petit peu plus. Superbe numéro de Vercruy sur l'aile droite, un centre. On croit que Klokinski la prend de la tête, mais finalement, c'est Bertrand Demann qui prend cette balle en 2 temps. On a du mal à croire que ce sont les champions de France qui jouent sur leur pelouse. On cherche à comprendre. Les absences d'Adonkor et de Touré n'expliquent pas tout, d'autant qu'en face, il manque également Piet et Ogaza. Et en plus, Maurice, l'un des remplaçants, est remarquable, notamment sur cette action où il expédie un bolide, un tir de 25 mètres du gauche, Tampé à Huchot. On revoit ce tir, le plus beau probablement de la partie. Maurice, on va le retrouver sur l'action suivante. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui va terminer cette action, mais c'est lui qui va faire la passe qui aurait dû être décisive.
Halilovic lui donne la balle sur le côté gauche. Halilovic se replace au centre, prend la balle de la tête et finalement c'est Tampé qui arrête cette balle. Il reste alors une demi-heure à jouer et Nantes va se mettre aux abonnés absents. C'était le titre de notre confrère L'Éclair hier matin. Et il est bien trouvé puisque vous le savez, Nantes porte les couleurs des PTT. Résultat, on ne voit plus que Lens en cette fin de partie. Zverev pour Vercruis, tir de Vercruis à côté. Bertrand Demanne, lui, on tombe à genoux. Les joueurs de Gérard Houllier ont alors la possibilité de remporter ce match. Ça les change des années précédentes où ils prenaient régulièrement la pâtée. Exemple 5-1 l'an passé. La balle pour Klokinski qui va centrer. Contrôle de Rio. Alors on se pose la question, l'a-t-il touché de la main ou pas? Difficile à dire. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il y avait main. Mais M. Lartigot était mieux placé que nous. Alors on peut lui faire confiance, d'autant qu'il a été parfait pendant 90 minutes. Et en plus, je crois qu'on lui doit bien ce petit coup de chapeau à M. Lartigot, qu'on a maltraité récemment. Et surtout, vous ne vous y trompez pas, quand il renvoie les deux équipes au vestiaire, les sifflets ne lui sont pas adressés. Ce sont les supporters nantais qui ne sont pas satisfaits de leurs joueurs. Belle bronca, vous le voyez, pour un 0-0 qui ne restera pas dans la légende. Après Gand, l'équipe de Lens va rencontrer en Coupe d'Europe une autre équipe belge, Anvers. Alors je pense, Philippe Pouy, vous qui avez suivi Lens pendant tous ces matchs de Coupe d'Europe, que d'ici la fin de la saison, vous parlerez couramment le flamand. Non, surtout, je crois que, si vous voulez, Lens a pas vraiment l'impression de jouer la Coupe d'Europe, puisqu'après Gand, ils vont rencontrer Anvers. C'est-à-dire qu'en fait, ils disputent un peu une Coupe des Flandres. Alors avant de voir donc cette équipe de l'Antwerp, je vous propose de faire un petit tour en ville et sur le port. Antwerpen, c'est le nom flamand d'Anvers. Alors pourquoi Antwerp? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des étudiants anglais qui ont fondé le club et qu'Anvers, en anglais, c'est Antwerp. Une fondation historique puisqu'elle a été la première en Belgique il y a quelques 103 ans. Dans la foulée, Anvers est resté très longtemps la capitale du football belge et pour justifier cet honneur, on y a construit ce stade, le Bosul, où se disputait régulièrement le match de l'année Belgique-Pays-Bas. À l'époque, c'était un petit joyau, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins, et les Lensois n'ont pas de crainte à avoir, il y aura beaucoup de vide dans les gradins de cette enceinte qui peut accueillir 68 000 personnes. Les supporters ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient, et à Anvers, ces supporters doivent se partager entre l'Antwerp et l'autre club de la ville, le Beerschot. Je ne vais jamais au Beerschot, moi. Ils ne reçoivent pas 20 francs de moi. Je n'y vais pas. Ça dit, joue ici, je viens voir. Mais là-bas, je ne vais pas. Il y en a beaucoup ici qui ne vont pas. Pourquoi? On a le dégoût de cette équipe. Antwerp ne souffre pas de la concurrence avec l'autre club d'Anvers, le Beerschot? Non, on ne peut pas dire qu'on souffre de cette concurrence. C'est plutôt une rivalité saine, c'est une tradition. Je crois que les gens à Anvers ne seraient jamais d'accord avec une fusion, par exemple. On ne mélange donc pas les maillots du Beerschot et ceux de l'Antwerp. Dommage, car finalement Anvers se retrouve avec deux clubs moyens. Quand tout va bien, l'un des deux arrive à accrocher une place en Coupe de l'UEFA. Mais bien sûr, il n'est plus question de penser au titre. Le dernier de l'Antwerp remonte à 1957. Et pour ce qui est d'une participation européenne, cela date déjà de 1975. Dans 8 ans, les gens ont souffert ici. Les Anversois, ce sont des gens très exigeants, très blasés. Ils ont beaucoup de moyens pour se distraire et ils ne viennent pas au football si le club ne réalise pas des exploits assez importants. Et je crois que toute la ville a vraiment attendu cette place en Europe. Et pour la conserver, cette place européenne, l'entraîneur Jean Dox ne doit pas trop se servir du tableau noir. Il risque de ne pas être compris par tout le monde et surtout par ses 4 vedettes étrangères. D'abord Laszlo Fazekas, le Hongrois, arrivé à l'Antwerp il y a 3 ans et qui présente le handicap d'avoir 36 ans depuis hier. Vladimir Petrovic a été le numéro 1 yougoslave en 81. Après un essai à Arsenal, il a préféré mettre le cap sur Anvers où il a rejoint son compatriote Ratko Svilar,
le gardien, lui aussi international. Pétur Pétursson, lui, est islandais et avec 24 ans, c'est le plus jeune des 4. À ces 4 stars, vous pouvez ajouter 2 espoirs qui ont joué avec les Belges contre les espoirs écossais, Mark van der Linden et Léo van der Elst. Les autres, ce sont 2 Wallons et bien sûr des Flamands qui refusent d'être seulement des faire-valoir. Besoin de vedettes, mais aussi les joueurs belges, ils jouent très bien aussi. Hein. Ce sont les internationaux d'autres pays. Mais ce sont aussi des Belges qui jouent bien ici. Christian Labarbe, alors vous êtes wallon et vous jouez en pays flamand, alors c'est pas un problème? Non, il y a le problème de la langue un petit peu au départ, parce que quand je suis venu ici, je ne comprenais pas bien, mais maintenant, c'est ma 3e saison, et je commence à me débrouiller, et il n'y a pas eu de problème. Vous entendez bien avec les Flamands? Très bien. Il n'y a pas de clan? Non, pas du tout. Ça ne vous gêne pas que Lens ait justement éliminé une équipe belge au tour précédent? Non, pas spécialement, parce que je connais la Gantoise. La Gantoise n'était pas dans sa forme normale, je trouve. Ils ont eu beaucoup de blessés à ce moment-là. Nous autres aussi, on a gagné ici contre la Gantoise. Donc la ligne n'est pas en faveur de Lens, d'autant qu'au tour précédent, sur l'ensemble des 2 matchs, les Rouges de l'Antwerp ont passé 8 buts au FC Zurich. Et quel but! Oui, donc hier soir, Jean, en championnat, l'Antwerp a été battu sur son terrain, donc au Bozul, par le Beerschot 1-0 dans le derby dont on parlait tout à l'heure, devant 12 000 spectateurs. Vous voyez donc qu'il y aura beaucoup de vide dans les gradins pour le match contre Lens. Il risque même d'y avoir beaucoup plus de Lensois que d'Anversois. Et en plus, les joueurs de l'Antwerp sont dans une mauvaise passe, puisque Fazekas s'est blessé et Zvilar hier a été évacué du terrain avec, on m'a dit, 10 soudures. Alors je pense que c'est peut-être des points de suture. Bon, des points de soudure, effectivement, c'est original. Enfin, c'est le Belge, tel qu'on le parle peut-être à Anvers. Les 3 rencontres dont vous avez eu des résumés, les 3 rencontres de première division, avaient été avancées au vendredi pour que précisément les 3 clubs français qualifiés pour des Coupes d'Europe puissent se préparer. Alors à ce sujet, il y a eu une petite polémique en début de saison. Faut-il mieux jouer le vendredi soir ou le samedi soir? Et Giroud, qui était notre invité il y a quelques semaines, l'entraîneur d'Auxerre, lui s'était prononcé pour le samedi soir. Et au cours de son intervention, il avait mis en cause un peu le président de Strasbourg, André Bord. Alors bien sûr, comme dirait Michel Pollack, nous avons offert le droit de réponse à André Bord, le président de Strasbourg. Vous allez entendre tout d'abord les arguments de Giroud, l'entraîneur d'Auxerre, et ensuite le président de Strasbourg, André Bord. Voilà, tout d'abord Giroud. Au plan des spectateurs, M. André Bord, qui se défend bien, avait dit « Moi, je ne fais pas de monde le samedi. Regardez, j'avais fait le mercredi 20 000 personnes, et là, le samedi, j'en ai fait 8 000, mais je constate que mercredi dernier, il a fait seulement 6 000. » Alors, il n'y a pas de vérité. Simplement, la vérité sportive, c'est qu'il faut jouer le mercredi et le samedi, ou alors il faut faire changer toute l'Europe. Mais ça, nous n'en avons pas les moyens. Giroud est un homme compétent, que j'estime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il a déformé ma pensée. Je suis partisan de jouer le mardi et le vendredi soir. Ces 2 journées correspondent à un sondage fait par la Fédération française de football qui donnait l'opinion des supporters de toutes les régions de France. Et incontestablement, ce sont les 2 journées qui sont choisies. Le fait de jouer le samedi soir et le mardi va coûter à un certain nombre de clubs beaucoup d'argent. Combien de matchs européens avons-nous? Si tout va bien, dans la plus meilleure des hypothèses, et je souhaite que toutes les équipes françaises aillent jusqu'en finale, ça fait 4-5 matchs. Je pense quand même qu'on pourrait organiser le calendrier de telle manière et de faire en sorte que le jour où nous aurons quelques équipes qui vont très loin dans ces coupes éliminatoires sur le plan européen, on puisse trouver 3 ou 4 matchs de dérogation. Affaire à suivre donc. Alors précisément, enfin plutôt, à propos du match Paris Saint-Germain-Juventus. Tout à l'heure, j'ai dit que l'allocation était terminée au service des sports. J'ai bien précisé, au service des sports de TF1. Mais l'allocation, elle, la véritable, commence demain au Parc des Princes à partir de 9 h, je crois, pour ce match, donc Paris Saint-Germain-Juventus de Turin. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont peut-être aller au Parc des Princes avec leur matelas, avec leur tente, pour essayer d'avoir des précieux billets demain. Didier Roustan, vous avez suivi le match Bordeaux-Metz en
on a un peu l'impression que les Bordelais, qui sont toujours bien sûr en tête du championnat, ont laissé un peu passer l'occasion de se détacher plus nettement. Oui, mais enfin, je crois que c'est une demi-surprise car ça menaçait un petit peu. Déjà, Bordeaux n'avait pas été très bon contre Brest la semaine dernière. Il y a 2 semaines, à domicile contre Lens, malgré une très bonne première mi-temps, eh bien Bordeaux avait connu certains problèmes en fin de partie. Et hier, finalement, le score n'est pas vraiment illogique, même si Bordeaux s'est créé, c'est vrai, beaucoup plus d'occasions, mais on ne peut pas vraiment parler d'occasions très nettes. Alors là, nous sommes à la 11e minute de cette partie. Vous avez reconnu Alain Giresse, le capitaine de Bordeaux, qui se trouve donc sur le côté gauche du terrain dans cette première mi-temps et qui vient d'inquiéter Hétor. Regardez, le corner est tiré par Domenech. Baraja qui a beaucoup de mal à dégager ce ballon. Tigana, une déviation de Lacombe et finalement Dieter Müller, voilà, de la tête. Le ballon roule sur la transversale et sort finalement en sortie de but. Donc première occasion pour Bordeaux. Il y en aura une deuxième 20 minutes plus tard, donc à la 30e minute. Voilà, une bonne combinaison là entre Dieter Müller et Specht qui est sur son bon pied, qui est monté assez souvent dans cette partie, surtout en première mi-temps, mais qui a raté le cadre. Girard pour Giresse, une belle feinte de passe. Pichinette, là on se fait un petit peu des politesses et finalement c'est Zénier. Le tir est contré par Baraja, pas de quoi casser 3 pattes à un canard, pas de problème pour Hétor. Metz prend peu à peu confiance. Bordeaux se cherche, nous sommes à la 38e minute et là il va y avoir un but refusé pour un hors-jeu de Dieter Müller et de Lacombe. Regardez, les défenseurs de Metz montent. Lacombe et Dieter Müller sont indiscutablement en position de hors-jeu. C'est bien vu donc de la part de l'arbitre d'avoir refusé ce but. On approche de la fin de cette première mi-temps et quelques attaques de Metz intéressantes tout de même, notamment celle-ci avec au départ Rohr, Kurbos, jolie 1-2 entre les 2 hommes. Et la réception de ce centre, eh bien Hinsberger aurait pu se lancer, il a été hésité, il était peut-être gêné par Domenech, il a vu sans doute arriver le ballon au tout dernier moment. Et vous voyez Rohr, c'est le dernier corner de cette partie, on joue les arrêts de jeu cette première mi-temps, il faut s'accrocher, il faut tenir à 0-0 et évidemment, comme la plupart des cas, c'est le but stupide par excellence, notamment sur un coup de pied arrêté comme celui-ci. Colombo, le stopper, a été piégé par Dieter Müller et là c'est très dur pour les Messins qui se regardent, ne parlent pas. C'est vraiment le but qu'il ne fallait pas prendre à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps. Ça fait toujours du mal et au vestiaire on va se poser quelques questions. Nous sommes donc en deuxième période, un tir de Dieter Müller qui est contré, mais ça ne joue pas très vite. Sur le corner qui suit, vous allez voir Martinez qui va adresser un très bon tir, bien détourné par Hétor, vraiment du bout des doigts. Et là, il faut souligner, et mettre même à la décharge de Bordeaux, que Alain Giresse, blessé, a quitté ses camarades à la mi-temps. Évidemment, c'est un coup dur, surtout pour organiser le jeu. Cela n'enlève rien, évidemment, au talent du jeune Martinez. Et puis, à la 62e minute, un coup franc de Tis pour Bernad, et c'est l'égalisation. Donc, à la 61e minute, vous allez pouvoir voir sur le ralenti qui va suivre que les défenseurs de Bordeaux n'ont absolument pas bougé et Bernad a très bien anticipé. Il doit partir pratiquement au même moment où Tis tire ce coup franc avec beaucoup d'effet. Bernad est parti d'assez loin et de l'intérieur du pied droit. Eh bien, l'excellent capitaine messin ne laisse pas l'ombre d'une chance à Delaché qui regarde au passage ces petits défenseurs qui n'ont pas vraiment aidé en la circonstance. Un partout. Alors là, bien entendu, Bordeaux va essayer d'accélérer. Jolie 2 là entre Martinez et Dieter Müller, mais le tir d'Alain Martinez est complètement raté. On va tout essayer du côté de Bordeaux, même faire entrer un attaquant frais, Audrin. Ce n'est pas encore le cas, c'est toujours Martinez qui tente sa chance de plus en plus loin, car évidemment, du côté de la surface de réparation d'Hétor, il y a beaucoup de monde. Donc Audrin qui fait son entrée, corner tiré par Domenech, il les tire très bien de ce côté-là. Ça va direct, Hétor qui dégage, ce n'est pas terminé. Audrin qui tente sa chance, mais enfin il était froid, il est entré à quelques secondes, donc on l'excuse. Et finalement, comme c'est bien souvent le cas dans ce genre de partie, eh bien c'est Metz à 3 minutes de la fin qui va avoir la balle de match. Regardez, Rohr, Bernad dans le trou et à la suite de ce centre, eh bien, a légèrement trop appuyé. Pourtant, un joueur messin était seul au premier poteau. Donc, score final 1 partout. Je vous l'ai dit, Jean, Bordeaux a fait l'essentiel du jeu. C'est normal. Mais vous l'avez vu sur ce montage, vraiment de très nettes occasions. Et Besse, qui était tout de même 18e, a bien mérité ce point du match nul dans un certain sens. Et bravo Metz, qui depuis le passage de Georges Dominique va mieux. Il avait gagné sur son terrain et réussi un match nul chez le leader. Georges Dominique, vous avez beaucoup voyagé cette semaine. Mercredi, vous étiez à Marseille.
Et hier soir, Lille pour la rencontre que posait Lille à Auxerre. Auxerre qui, après un certain fléchissement, se reprend maintenant et revient vers le sommet. Oui, c'est vrai, on peut se demander si l'équipe d'Auxerre n'est pas relancée. On se souvient de la belle série, 8 victoires consécutives de l'équipe bourguignonne. Ensuite, malheureusement, il y a eu 3 défaites de suite. Et puis, la semaine dernière, on a renoué avec le succès. Et puis, hier soir, ils ont donc gagné à Lille. Donc, deuxième victoire à nouveau consécutive pour l'équipe entraînée par Giroud. Et tout de suite, regardez, Batz et la défense d'Auxerre qui sont sous pression à la 3e minute, dégagement de Barret. Mais lorsqu'ils sont sous pression, les Bourguignons n'ont pas leur pareil pour faire sauter le bouchon. Et il va d'autant mieux sauter que 2 minutes plus tard, le LOSC, regardez, est un peu hésitant. Comme ici, le Yougoslave Primorac. On se cherche, Ferreri saute sur l'occasion. Un relais avec Tcharmak. Ferreri part, il reste le gardien, on l'évite. 0-1 pour Auxerre dès la 5e minute de jeu. Malgré tout, ce sont les Lillois qui ont le plus souvent le ballon et qui l'exploitent bien. Regardez ici comme ce départ de Ricor. Superbe réflexe de Batz. Le public lillois est en légalisation. C'est bien parti, mais le poteau ici a renvoyé un tir de Bureau. Toujours Lille avec encore un beau tir de Thomas. Domination donc lilloise, mais Auxerre, tel un chat, attend une nouvelle fois de sauter sur sa proie. Et ça se produit tout de suite. Ricor perd le ballon, récupéré tout de suite maintenant par le blond Perdrio. Il va lancer Tcharmak. Le Polonais aime ce genre de situation. Une course de 30 mètres, beaucoup de maillots blancs assez basques. Et finalement, le pied gauche, 0-2 à 1 minute de la mi-temps. On en serait resté sur ce score jusqu'à la fin du match, 0-2. Mais à 60 secondes de la fin, Lille, par son avant-centre yougoslave Savic, va trouver une toute petite consolation. La voici après cette deuxième tête. Savic passe par là. 2-1 pour Auxerre. En tous les cas, trop tard pour Lille. Car tout de suite, regardez, M. Wurtz va consulter son chronomètre et va siffler la fin du match. Et l'an passé, il faut remarquer que Auxerre l'avait déjà emporté sur ce même terrain de Lille, toujours sur le même score, 2-1. Et le terrain de Lille réussit donc à Auxerre. Maintenant, nous allons voir le résumé de 2 autres rencontres. À Toulouse, tout d'abord, Toulouse qui recevait Toulon. Et à Strasbourg, où Strasbourg, qui remonte au classement, recevait l'équipe bretonne de Brest. Tout d'abord, donc, Toulouse, alors que Aymon s'échappe sur la gauche. Un centre d'Aymon et qui se trouve là. Monsieur Oni, c'est le goléador. Toulon 1, Toulouse 0. C'est un peu la surprise au stadium. C'était la 5e minute. 40e minute, Aymon, cette fois-ci à droite. Alors là, il centre du pied droit. Aymon ne sait pas d'ailleurs quel est son vrai pied. Il tape aussi bien du droit que du gauche. Encore un centre d'Aymon. Et Monsieur Onis, à 2,50 m, selon son habitude, est encore là. 2-0 pour Toulon. Toulouse va réagir à la 68e minute sur un centre venu de la droite. C'est Lacombe qui réduit l'écart. Toulouse 1, Toulon 2. Mais alors qu'on croit que les Toulousains vont égaliser, c'est Toulon qui va réussir le chaos. Une passe d'Onis et Chaussin marque. Toulon bat Toulouse par 3-1. C'est une grande surprise, décidément à Toulouse. Il faudrait peut-être encore changer de capitaine. Strasbourg-Brest, alors vous l'avez déjà vu ce but. Corner tiré par Nielsen et Siegfried Sousser, l'Allemand de Strasbourg, de la tête, dos au but. Face à ce but, Strasbourg bat Brest 1-0. Didier Roussan, que pensez-vous de cette tête dos au but? Extraordinaire. C'est extraordinaire. Je pense qu'il l'a fait peut-être, je sais pas, à moitié exprès. Je pense qu'il a plutôt voulu dévier pour longer la balle pour un autre coéquipier. Vraiment qu'il cherchait le poteau. Il faudra lui poser la question, mais je parle pas allemand. Involontaire, alors je pense que maintenant nous allons voir les résultats complets de cette journée qui était la 14e. 2 victoires à l'extérieur, Auxerre et Toulon. Réveil de Rennes avec 2 buts de Stopira. Alors Monaco, nous aurions aimé avoir des images de Sochaux-Monaco, mais elles ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Ettori blessé, Bijota était dans les buts, donc c'est un match nul méritoire de Monaco. Beltramini redevient leader des buteurs avec 11 buts devant Giresse, 10 buts. Au classement, Bordeaux seul en tête avec 2 points d'avance sur Monaco et Auxerre, qui revient, je vous l'ai dit. 4e, le Paris Saint-Germain à 3 points. 5e, Nantes et Strasbourg à 4 points seulement. Dans le bas du tableau, malgré sa victoire, Rennes est dernier. Et 3 points de retard sur les avant-derniers. Je dis les avant-derniers car ils sont 7.
Jean-Dominique, maintenant, la deuxième division qui fait recette un peu partout et surtout à Marseille. Vous étiez mercredi à Marseille pour la rencontre au sommet Marseille et Limoges, car Marseille était exempt hier. Alors à Marseille, c'est l'OM est reparti. Oui, c'est reparti. 20 000, 22 000 spectateurs cette saison. Et puis mercredi soir, 30 000. C'est une sorte de record d'Europe du genre, en tout cas pour la saison. Donc mercredi, l'OM premier recevait Limoges. Vous le devinez, ça chauffait sacrément sur la Canebière, ce qui veut dire que nos images ne sont pas d'entrée des images d'archives. Et ce soir-là, au pied des projecteurs du stade Vélodrome, l'American Circus avait dressé son chapiteau. Georges Carnus, le cirque, c'est fini à l'OM? Oui, je crois que c'est fini, c'est même bien reparti pour une très bonne saison. Ça joue bien? Ça joue pas mal, surtout pour la deuxième division. Ils jouent comme il faut, à mon avis, pour pouvoir remonter. Il faut le voir pour le croire, 30 000 spectateurs en deuxième division, l'OM sera toujours l'OM. Mais mercredi, le buteur Pascal est resté en civil, il est suspendu, alors que le capitaine Bracci est aux petits soins pour ses coéquipiers. Le blond, c'est Rubio. Quant au gardien Lévy, il est déjà dans son match. Côté Limoges, l'autre gardien, Jean-Noël Buzet, se fait les mains. Alors que Relmi, meilleur buteur de deuxième division, s'échauffe les orteils. Tout de suite, après le coup d'envoi, les Marseillais découvrent leur numéro 7. C'est un jeune Sénégalais qui joue pour la première fois au stade Vélodrome. Diallo sera-t-il le Magnusson noir? On peut se le demander. Les Blancs dominent et dominent. Ici, leur plus beau mouvement. Paco Rubio s'appuie sur Olarevic, mais ça ne veut pas rentrer. Faute maintenant sur Relmi, l'avancante de Limoges, mais les arbitres ont tendance à se montrer indulgents face à cette foule. Le gardien de Marseille est au chômage, pas le moindre ballon, mais attention. 43e minute, Relmi, toujours lui, résiste à deux maillots blancs. En retrait pour Campagnac, pied gauche, sous la barre. Et c'est tellement injuste pour l'OM que certains voudraient annuler ce but. On a eu 100% de réussite sur ce coup-là, puisque c'est la première fois qu'on frappait au but et on a marqué. Bon, la réussite fait partie du football et ce soir, on a eu beaucoup de chance, c'est sûr. Et mercredi soir, cette réussite a fui l'OM. Regardez. Mi-temps, 0-1 pour Limoges. Ce qu'on peut dire à ses coéquipiers à ce moment-là, c'est d'éviter de trop reculer et de se masser devant nos 16,50 m. Pour ne pas favoriser le jeu de tête notamment de Boubacar et puis les coups de pied et les coups de patte de Olarevic et de Rubio, c'est rentré en 1-2. 1 et 2 justement pour Diallo et 3 poteaux. Mais ils sont encore quelques-uns à y croire côté Marseille et ils ont bien raison. 57e minute, coup franc d'Olarevic, Duzé repousse, Diallo est à l'affût. L'OM n'a pas tout perdu. Champagne quand même pour le président Carieux et pour Claude Cuny qui, après Nancy, veut relancer Marseille. Il a fallu beaucoup travailler pour remettre le club là d'équerre. Vous savez qu'on a eu l'indisponibilité du stade Vélodrome pendant une saison. Il a fallu du temps et puis je crois que maintenant on tient le bon bout, mais c'est pas terminé. Je crois que depuis le début de saison, jamais on s'est créé autant d'occasions de but. Et pour finir, on n'en conclure qu'une seule. L'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais ont beaucoup de possibilités pour retrouver leur place en première division. Et Boubacar avait raison, puisque Lyon a réussi le match nul à Montpellier, alors que Marseille avait perdu précisément à Montpellier, donc 0-0. 2 victoires à l'extérieur, Martigues et Alès, c'est le groupe A à la 15e journée. Lyon, donc, fait le match nul à Montpellier, ce qui lui permet d'être en tête au classement avec Limoges et 23 points, 3e Marseille, 22 points, et 4e Nice et Montpellier, 20 points. Dans le groupe B, c'était la 13e journée. 4 victoires à l'extérieur, le Racing Club de Paris, Le Havre, Tours et le Red Star. Belle victoire de Châteauroux.
Voilà qui va faire plaisir à Michel Denisot. Sur Mulhouse, au classement, le Havre est seul en tête avec 20 points. Deuxième, Tours et le Stade Français 92 à 1 point. Quatrième, le Racing Club de Paris et Reims à 4 points. Et nous passons maintenant, Georges Dominique, aux buts étrangers. Alors, cette semaine était importante, surtout sur le plan de la Coupe des clubs champions, je veux dire, non, du championnat d'Europe des Nations, qui aura lieu en France l'an prochain, au mois de juin. Oui, faut-il en rire, Jean, ou en pleurer? En effet, depuis qu'elle a été championne du monde, l'Italie n'a pas encore remporté son moindre match officiel. Et suprême affront, elle a perdu hier après-midi chez elle à Caserte, au sud de l'Italie, contre la Suède 3-0. Cela comptait donc pour le championnat d'Europe des Nations. On le verra tout à l'heure en fin de résumé. Et le premier qualifié, en plus de la France qualifiée d'office, eh bien, c'est l'équipe de Belgique. Un match nul suffisait aux Belges qui jouent ici en blanc pour assurer leur qualification. Le ballon sur le poteau, puis une tête de Vercotteren et l'Écosse est sur le vent. Sur son stade d'Hampden Park, l'Écosse va égaliser tout de suite un partout. Ça ne change rien, la Belgique gagne son billet européen. Dans ce même groupe, quelques heures plus tôt à Berlin-Est, la Suisse avait perdu ici ses dernières illusions. Tout de suite un poteau, puis une main, mais la RDA marque le 1-0 juste avant la mi-temps. Et puis tout de suite maintenant, en petit lobe de Ernst, 73e minute, et Berbic s'incline pour la deuxième fois. La Suisse, où jouaient nos connaissances Barberis et Ponte, encaissera même un troisième but à la toute dernière minute sur ce tir de Streich. On passe maintenant au groupe 3 à Copenhague et coup franc pour le Danemark. Tout de suite le premier but par qui? Par Laudrup, la vedette danoise qui joue d'ordinaire à Rome et qui dans ce match Danemark-Luxembourg va marquer 3 buts. Un autre but sera marqué par Simonsen, 2 autres par le 10 rouge Elkier. 6-0 finalement, et presque normal quand on se souvient que cet étonnant Danemark était allé gagner à Wembley contre l'Angleterre. Cette Angleterre qui est allée gagner 3-0 au Népstadion de Budapest. D'abord un joli coup de pied de Glenn Hoddle. Et puis 4 minutes plus tard, 19e minute, un cadeau d'un défenseur hongrois, le voilà. Un cadeau qui profite à Lee. Et puis toujours en première mi-temps, un troisième et dernier but par Paul Mariner. Les Anglais conservent un tout petit espoir, mais le Danemark est mieux placé. Ici le groupe 4 à Belgrade, la Yougoslavie va battre la Norvège 2-1. Premier but par le capitaine Vujovic. Le deuxième sera inscrit comme à la parade et surtout regardez comme au Parc des Princes par Susic. Mais le Pays de Galles qui recevra la Yougoslavie en décembre reste favori. Petite cigarette, cette cigarette est turque et le seul but de la partie sera turc. Tête et 1-0 face à l'Irlande du Nord. Mais il reste 3 matchs à la République fédérale allemande qui possède les meilleures chances de qualification. L'autre Irlande, celle du Sud, accueillait à Dublin les Oranges des Pays-Bas. Début de match très favorable. Le joueur de l'air couvre ici le score à la 7e minute. Tout de suite après, notre vieille connaissance, Liane Brady se prépare à tirer un pénalty en face de Shrivers, qui est pris à contre-pied, 2-0. 2-0 chez soi, ça paraît dans la poche. Eh bien non. Les Pays-Bas vont se mettre en relief et réussir à retourner la situation. 2-1 ici par Gullit. Il n'est pas très connu. Corner maintenant pour les Pays-Bas. Et tête de Van Basten, pas très connu non plus. Il est vrai que Rijvers, l'entraîneur néerlandais, n'avait pas sélectionné ses étrangers. Un choix judicieux puisque Gullit inscrit ici le 3-2 final. Tout va se jouer maintenant dans ce groupe 7 entre l'Espagne et les footballeurs acrobates des Pays-Bas. Et puis pour terminer maintenant, la claque italienne hier après-midi à Caserte. La Suède qui est en jaune mène 1-0 depuis la 20e minute. Un but qu'on n'a pas vu qui a été marqué par Stromberg. Stromberg, c'est lui qui est ici dans la surface de réparation et ce qui inscrit le 2-0 juste avant la mi-temps. Le championnat italien est réputé pour sa défense rigoureuse. En tout cas ici, la Squadra Azzurra et sa défense n'est pas très rigoureuse. Regardez. Et c'est avec la complicité de Bergomi, le défenseur italien, que Sunson inscrit un étonnant 3-0. Et c'est sous les sifflets que la Squadra va quitter sa pelouse. Pourtant, Bearzot avait tout changé. Seul Cabrini, Conti et Rossi ont survécu. Ça n'a pas été la bonne formule. Dans ce groupe, c'est la Roumanie qui est la mieux placée. Et les prochains matchs de ce championnat d'Europe des Nations auront lieu exactement dans un mois, le 16 novembre. Puisqu'on est le 16 octobre, je crois. 16 octobre, oui, aujourd'hui. Alors, je voulais vous présenter un mensuel, Dribble. Un numéro consacré en partie au football anglais, un autre monde. Tigana, il y a un article sur Tigana, sur Giroud, sur Limoges et sur l'équipe de France, le problème Platini.
Notre émission se termine. Je vous rappelle que cet après-midi, vous pouvez suivre sur TF1 Champion, présenté par Michel Denisot. Ce soir, Sport Dimanche avec tous les résultats, bien entendu, et aussi des magazines par François Janin. Et mercredi prochain, un spécial Coupe d'Europe avec un résumé des 3 rencontres disputées par les clubs français vers 23 h sur TF1. Donc à mercredi, si vous aimez le football, ou à dimanche prochain pour un nouveau téléfoot. Solange Peter, Jean Rénal, l'équipe du service des sports et toute l'équipe technique vous disent à dimanche. C'est champion.